d'exploitation Android. Donc, je vous rappelle qu'il y a 4 types de composants. Vous avez les activités, premier composant, les services, les broadcast receivers et les content providers. Alors, chaque composant possède un objectif bien déterminé qui est différent des autres. Alors, si tu veux afficher une fenêtre avec donc, tous les composants donc, graphiques, c'est-à-dire les boutons, les labels, les edit text et ainsi de suite, les listes et les cases à cocher. Alors, le bon choix, c'est activité. Si vous avez une tâche qui ne nécessite pas donc l'affichage sur écran et qui a une exécution en background, et en général, cette tâche, elle est donc lourde en termes de temps, alors il faut choisir les services. Donc ça, c'est une, disons, c'est une classe qui n'affiche pas donc d'interface graphique et qui est adaptée bien pour les tâches de longue durée. Le broadcast receiver, si jamais vous avez une application sur laquelle il y a un délai et qui est lancé suite à un événement. À chaque fois, tu as un programme qu'il faut le lancer suite à un événement. Dans ce cas-là, le bon choix, c'est broadcast receiver. Et content provider, tout simplement, c'est la classe qui permet de partager un ensemble de données, pas forcément une base de données relationnelle, n'importe quel ensemble de données, structuré ou non, fichier, texte, ce que vous voulez comme données. Alors, si tu veux le partager avec un ou plusieurs classes ou bien un ou plusieurs processus, dans ce cas-là, content provider, c'est le bon choix. Alors, donc une petite distinction entre ce qu'on appelle tâche et processus. Donc, ce qu'on appelle tâche, c'est tout simplement une suite ou bien une collection d'activités ça veut dire qui sont explicitement enchaînées par l'utilisateur. C'est-à-dire un ensemble de fenêtres. Lorsqu'on dit tâche, tout simplement, c'est un ensemble de fenêtres, une collection d'activités qui n'appartient pas forcément au même processus. Ça veut dire, si je vais prendre l'exemple donc ici, vous avez donc l'axe du temps. Supposons en bas, vous avez l'axe de temps. Alors, en fonction du temps, par exemple, à l'instant 1, vous avez votre tâche contient une seule activité, c'est activité 1. Et à l'instant 2, votre tâche contient deux activités. Activité 2 qui est affichée, c'est-à-dire actuellement pour l'utilisateur. Activité 1 qui est en background. C'est-à-dire tout ce qui est ici écrit, donc, c'est-à-dire avant ou bien en bas, disons, de cette bande jaune, il n'est pas affiché et il est en quelque sorte stocké dans une pile qui fait partie de la tâche. Alors, lorsqu'on dit tâche, c'est une collection de fenêtres, une suite de fenêtres, telle qu'il y a une seule fenêtre qui est visible et le reste des fenêtres ne sont pas visibles et elles font partie de la pile de la tâche. Alors ici, à l'instant 3, vous avez l'activité 3 qui est visible et qui est en interaction avec l'utilisateur. Et dans la pile, ça veut dire en background, on a donc l'activité 2 et 1. Alors, lorsqu'on dit tâche, tout simplement, ici, par exemple, à l'instant 3, cela veut dire qu'au début, l'utilisateur, il a lancé l'activité 1. Ensuite, il a lancé, c'est-à-dire activité 1 qui est visible au début. Ensuite, il a lancé l'activité 2 à partir de l'activité 1, c'est-à-dire en cliquant sur un bouton. Maintenant, activité 2, elle est visible, elle est en foreground. Donc, le terme utilisé, c'est foreground lorsqu'elle est visible et en interaction avec l'utilisateur. Automatiquement, l'activité 1, elle est placée dans la pile. Ça veut dire la partie, le reste de la tâche, mais qui n'est pas en interaction bien visible pour l'utilisateur. Ensuite, je suppose que l'utilisateur, il a lancé activité 3 à partir de l'activité 2. Dans ce cas-là, la tâche, elle contient deux fenêtres non visibles et une fenêtre qui est visible, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tâche. Et ça, c'est différent par rapport à ce qu'on appelle processus, parce que c'est possible que, par exemple, si je prends l'exemple de l'instant 3, c'est possible que les trois activités appartiennent au même processus, et c'est possible que les trois activités appartiennent à des processus différents. C'est possible, bien sûr. Supposons donc, parce que vous savez que à partir d'une fenêtre, par exemple à partir de la fenêtre 2, en cliquant sur un certain bouton, je peux lancer donc une troisième fenêtre, liée à activité 3, et qui ne fait pas partie forcément du processus courant, c'est-à-dire le processus auquel appartient l'activité 2. Donc, ce qui fait que processus et activité ne sont pas ou ne représentent pas la même chose. Donc, la notion de tâche, c'est plus donc un scénario d'utilisation des fenêtres ou bien un scénario d'affichage ou bien d'exécution de fenêtres. Et c'est différent par rapport au processus parce que les fenêtres peuvent appartenir au même
processus comme elles peuvent ne pas appartenir au même processus. Maintenant, on va rejoindre le cycle de vie de la classe activité. Alors, vous avez un certain... Bon, on n'a pas affiché toutes les fonctions du cycle de vie. On a affiché dans cette diapo. Alors, diapo 27, on a affiché donc disons, les fonctions les plus importantes. Alors, avec les rectangles, on affiche donc les méthodes ou bien les fonctions de la classe activité. Alors, lorsque la fenêtre ou bien l'activité est, c'est-à-dire créée pour la première fois, alors, en premier lieu, on va lancer la fonction onCreate. Donc, onCreate, elle est exécutée une fois ou une seule fois dans le cycle de vie donc, de la fenêtre. C'est-à-dire, tant que la fenêtre est vivante, elle n'est pas encore tuée, onCreate est exécutée une seule fois. Alors, une fois la fenêtre est détruite pour une certaine raison, c'est-à-dire que donc elle est libérée de l'espace mémoire. Dans ce cas-là, après donc une nouvelle création donc, de la fenêtre, c'est-à-dire supposons que l'utilisateur va cliquer sur un certain bouton qui va lancer la même fenêtre. Dans ce cas-là, onCreate va être exécuté pour la deuxième fois. L'essentiel dans le cycle de vie de la fenêtre, onCreate est exécuté une seule fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans onCreate? En général, on va initialiser l'interface graphique. Ça veut dire que, supposons que tu as un bouton dont le nom c'est OK. Maintenant, le fait d'initialiser le nom du bouton avec la chaîne de caractères OK, en principe, il doit se faire dans la fonction onCreate. C'est-à-dire initialiser les noms et le contenu de chaque élément de votre interface graphique va se faire dans la fonction onCreate. En plus de ça, tu peux donc initialiser ce que tu veux comme variable qui concerne le métier ou bien la fonctionnalité de votre activité. Et c'est possible aussi que tu vas lancer des threads, bien sûr, à l'intérieur toujours de la fonction onCreate. Donc ça, en général, c'est les choses les plus typiques qu'on peut faire dans la fonction onCreate. Donc c'est résumé ici. Tu peux instancier donc, les variables métiers de votre classe, les variables qui intéressent votre tâche, et initialiser l'interface graphique, lancer les threads, et ainsi de suite. Alors, vous avez la deuxième fonction, c'est onStart. Alors, dans la fonction onStart, tout simplement, parce que jusqu'à la fin de onCreate, la fenêtre n'est pas encore affichée pour l'utilisateur. Il n'y a rien sur l'écran. Maintenant, c'est onStart qui va afficher de manière totale votre fenêtre. En plus de ça, donc l'affichage, donc le programmeur, il peut ajouter donc des instructions supplémentaires, telles que par exemple le lancement d'un broadcast receiver. Donc, je vous rappelle que les broadcast receivers, tout simplement, représentent un autre cas donc de composant et qui permet de réagir à des événements donc prédéfinis par le système d'exploitation. Bon, après, donc, onStart va afficher totalement la fenêtre, mais elle ne va pas autoriser l'interaction. Ça veut dire que si jamais, par exemple, tu as donc ce qu'on appelle edit text dans votre fenêtre, tu ne peux rien saisir dans ce champ graphique ou cet élément graphique. Donc, l'edit text, il est bloqué en quelque sorte. Il est affiché, mais tu ne peux pas le manipuler. Tu ne peux rien écrire sur le edit text. Maintenant, c'est onResume, la fonction onResume, qui permet bien l'interaction avec les éléments de l'interface, que ce soit edit text ou bien un bouton. Je vous donne un exemple d'un bouton. Alors, après onStart, le bouton est affiché. Par exemple, bouton OK affiché. Par contre, tu ne peux pas, il ne va pas réagir. Alors, une fois onResume est exécuté, tous les éléments donc, de l'interface graphique peuvent réagir aux événements. Donc, en résumé, ou bien dire qu'on résume l'interactivité des éléments graphiques. Maintenant, ce qui est montré avec c'est donc l'interaction avec tous les événements envoyés par l'utilisateur à votre interface graphique. Ça, c'est donc on n'a pas donc on va pas afficher que l'on peut, ça veut dire exécuter sur la fenêtre. Alors, va lancer certains événements tels que, je vous rappelle que le smartphone ou bien la tablette contient 3 boutons donc en bas.
Vous avez le bouton Return, vous avez aussi le bouton Home et vous avez le bouton Overview. Overview, c'est le bouton qui va de la tâche, la notion exactement historique. Bon, supposons, par exemple, l'utilisateur, il a cliqué sur Overview. Monsieur, Je suis à l'écoute, oui. monsieur عندي des coupures في الصوت مش عارفة أذكر غير أنا ولا كامل في لا غير أنا نخرج من الجميع Oui, كامل حسان أنا. Bon, malheureusement, bon, cette fois-ci, je ne connecte pas avec la DSL parce que c'est donc il y a un problème chez Algérie Télécom. Je me connecte avec le 4G, c'est potentiellement la raison pour laquelle il y a des coupures. Bon, c'est le maximum que je peux faire. Bon, je ne sais pas si c'est déjà enregistré. Voilà, tant mieux. Donc, je vais faire mon mieux. Si vous voyez que il y a beaucoup de coupures là, donc on ne va pas avancer, donc faire beaucoup de choses dans cette séance. Hein. Monsieur, c'est une explication très rapide. Je vais parler doucement. Mais ça a grosso modo, est-ce que ça veut dire 80% de ma voix, est-ce qu'elle est éligible, c'est-à-dire elle est claire? Oui, أنا نسمعه. Mais des fois كتقطع. Bon, la غالب, hein, maintenant ça veut dire que on subit donc les défauts de Algérie Télécom. Hein. وما عندهم un service qui est un petit peu médiocre والله غالب. Donc même هما ça veut dire ils n'ont pas de connexion fiable, c'est-à-dire de temps en temps, donc il y a des coupures pour des durées indéterminées, malgré que c'est-à-dire le client a payé donc, totalement donc, le mois. Ils font des coupures anarchiques. Alors, je serais obligé de faire le 4G. Le 4G, donc il n'y a pas de garantie sur le débit. Mais j'essaie de m'adapter. Bah, si vous voyez que ça ne marche pas, donc je vais faire 30 heures, plutôt 30 minutes. Si vous voyez que c'est clair, si vous voyez que c'est clair, on continue. Si vous voyez que ça ne marche pas, on coupe ou ça veut dire on va switcher vers on va attendre la séance en présentiel. Donc, on va continuer. Bon, je continue toujours dans le cycle de vie. Bon, je vous rappelle que dans cette figure, je n'ai pas montré toutes les fonctions attachées à la classe activité. J'ai montré l'essentiel. Ça veut dire que dans certains ouvrages, vous pouvez trouver plus que ça. J'ai montré juste les fonctions les plus importantes. Donc, en pause, qu'est-ce qu'elle permet de faire? La fonction en pause. Bon, toutes ces fonctions, en principe, seront soit lancées automatiquement. Par exemple, une fois que tu cliques, supposons que tu as une application mobile, tu cliques sur l'icône de cette application mobile. Donc, automatiquement, on create, elle est lancée. Ensuite, entre on create et on start, il n'y a pas d'événement. On ne va pas attendre d'événement. Une fois on create se termine, on va lancer on start. La même chose, une fois on start se termine, on va lancer on résume. Donc ça, il n'y a pas d'événement entre les trois fonctionnalités au début. Maintenant, pour passer de l'état running, donc l'état running, c'est l'état causé par l'exécution dont on résume. C'est-à-dire une fois on résume est exécuté, en quelque sorte, la fenêtre passe donc à l'état running. Maintenant, depuis l'état running, je vais passer à l'état bloqué. Bloqué, ce qu'on appelle ça veut dire l'affichage partiel, mais l'interactivité, elle est bloquée. Donc, alors, une fois, supposons que le client ou l'utilisateur va soit cliquer sur Return, le bouton Return, ou bien le bouton Home, ou bien le bouton Overview. Ou bien même d'autres événements, on va les citer par la suite. Donc, je vais me concentrer sur les trois boutons qui sont en bas donc, du smartphone. Comme soit l'Overview, le Home, ou bien le Return. Donc, le Home, c'est celui qui va afficher le bureau. Hein. Alors, première fonction qui sera appelée suite à cet événement, c'est OnPause. OnPause, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bloquer l'interactivité avec les composants graphiques de la fenêtre. C'est-à-dire, si tu as un bouton, peut-être qu'il soit affiché, c'est-à-dire c'est possible que la fenêtre soit affichée partiellement, c'est-à-dire 50% de la fenêtre est affichée et le reste n'est pas affiché. Donc ça, c'est disons conséquence de on pause.
mais ce qui est garanti, c'est que l'interactivité est bloquée. Tu ne peux plus interagir avec, par exemple, un champ d'édition, c'est-à-dire edit texte, ou bien un bouton, tu ne peux plus cliquer sur un bouton, tu ne peux plus remplir, par exemple, un champ, et ainsi de suite. Tu ne peux plus, par exemple, cocher une case. Donc, ça, c'est le résultat fait par OnPause. OnPause, elle va bloquer l'interactivité. Mais l'affichage, il peut être partiellement garanti. Donc, il n'y a pas un affichage complet, mais il y a un affichage partiel. Alors, j'ai donné l'exemple de Overview. Une fois que tu cliques sur Overview, c'est-à-dire le bouton qui va afficher l'historique de fenêtre. Alors, la fenêtre courante, elle est partiellement affichée, elle n'est pas affichée totalement, mais tu ne peux plus cliquer sur les éléments ou les widgets graphiques de cette fenêtre. Alors, c'est possible aussi qu'on va lancer OnPause suite à un événement, un autre événement, ce qu'on appelle le lancement d'une application plus prioritaire. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple de, supposons que je joue, bien, je navigue avec Google Chrome et soudainement, il y aura un appel téléphonique. Alors, l'appel téléphonique, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher une fenêtre. La fenêtre qui permet donc de dialoguer avec les correspondants. Alors, bien sûr, l'affichage de la deuxième fenêtre qui permet le dialogue, elle va tout simplement remplacer donc, le navigateur. Cela veut dire qu'on a passé par OnPause, c'est-à-dire implicitement, une fois une application prioritaire va être affichée à la place de la fenêtre courante, automatiquement, il y aura donc deux fonctions appelées de manière consécutive. C'est OnPause et OnStop. OnPause, elle va bloquer l'interactivité. OnStop, elle va carrément rendre invisible la fenêtre. C'est-à-dire toute la fenêtre, elle est cachée. En quelque sorte, elle est envoyée dans la pile de la tâche. Parce que la tâche, elle contient plusieurs activités. Vous avez la fenêtre visible, ce qui est placé dans le sommet de la pile, ou bien le sommet de la tâche. Et le reste des fenêtres, ce sont les fenêtres qui ne sont pas affichées. Alors, ça veut dire ici, activité 2 et activité 1, elles sont placées dans la pile des tâches. Alors, lorsque un processus prioritaire, c'est-à-dire va être lancé et il va être affiché, automatiquement la fenêtre courante, elle va exécuter OnPause, ensuite OnStop. OnPause bloque l'interaction, OnStop, elle va rendre la fenêtre invisible. Je vous donne aussi un autre exemple, le Home. Si tu cliques sur le bouton Home, automatiquement, on va passer, là, on va exécuter OnPause, c'est-à-dire la fenêtre courante, elle va exécuter OnPause, ensuite, elle va exécuter OnStop. OnStop, elle va cacher la fenêtre en quelque sorte. Mais tu peux quand même, ça veut dire ajouter, c'est-à-dire le programmeur. Donc, je vous donne, c'est-à-dire ce qui est fait par défaut par Android. OnPause, elle bloque l'interactivité. OnStop, elle va cacher donc la fenêtre totalement. Mais tu peux, avec la programmation, ajouter des instructions supplémentaires dans la fonction OnPause ou là même dans la fonction OnStop. Alors, dans la fonction c'est-à-dire OnPause, tu peux, par exemple, ici, tu peux libérer. Donc, je vous donne carrément donc, la diapo qui concerne ça. Alors, dans la fonction on résume, tu peux ce qu'on appelle initialiser certaines ressources, surtout ce qu'on appelle les capteurs et les actionneurs. Ça veut dire que votre fenêtre, il y a un moment spécifique dans lequel tu peux initialiser certaines ressources telles que la caméra, GPS, je sais pas, le gyroscope, toutes les ressources matérielles que tu possèdes dans ton smartphone, tu peux les initialiser dans la fonction on résume, c'est-à-dire la fonction qui permet l'interactivité. Par contre, je fais l'inverse dans la fonction, donc disons, OnPause. Alors, dans la fonction OnPause, tu peux, par exemple, libérer certaines ressources. Alors, comme c'est déjà donc mentionné ici, la même chose concernant OnStop, tu peux libérer d'autres ressources donc matérielles, telles que soit la caméra, parce que je suppose que ces ressources matérielles consomment de l'énergie, ça veut dire qu'elles consomment donc de la tension stockée dans la batterie. Alors, pour éviter l'épuisement donc gratuit de la batterie, tu peux libérer donc certaines ressources matérielles qui consomment donc cette énergie. Bien sûr, cette libération, on peut la faire ici dans OnStop, comme tu peux la faire ici dans OnDestroy. C'est-à-dire que vous avez deux fonctions dans lesquelles tu peux libérer vos ressources donc matérielles qui sont en principe initialisées dans on résume. Tu peux même faire
dans la, ça veut dire que vous avez deux choix. Initialiser cette ressource ici, donc on create, comme tu peux le faire dans Origin. Alors, donc on a dit que si tu cliques sur le Home, on va exécuter automatiquement les deux fonctions, on pause et on stop, parce que on va carrément. Cela veut dire. Alors, cliquer sur Return, on va exécuter les trois fonctions, on pause, et on stop et on destroy de façon, ça veut dire consécutive. Donc, j'ai donné trois boutons, les Home Overview et le Home et Return. Alors, l'Overview, il va lancer juste on pause. On ne va pas faire on stop. Par contre, le Home, il va faire on pause, ensuite on stop. Par contre, le Return, le bouton Return, il va causer l'exécution de trois fonctions. On pause, on stop et on destroy. Donc, on stop, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cacher la fenêtre. Ça, c'est fondamental. En plus, tu peux ajouter avec des instructions de la programmation, c'est-à-dire tu peux ajouter donc des instructions Java dans la fonction on stop pour libérer certaines ressources matérielles. Maintenant, on destroy, tout simplement, elle va libérer carrément, ou là, elle va détruire carrément la classe activité. C'est-à-dire dans la RAM, ou là, dans la mémoire centrale, il n'y a plus, c'est-à-dire il y a plus, donc là, on ne va plus charger la fonction, ou là, plutôt la classe activité. Donc, l'espace mémoire qui était réservé pour la classe activité, maintenant, il est libéré et on peut placer autre chose. Donc, c'est ça, donc, le rôle de on destroy. C'est carrément détruire la fenêtre. Elle n'existe plus dans la RAM. Maintenant, il y a un autre, donc, il y a d'autres événements, bien sûr, qui vont causer, donc, le on pause, on stop, et bien sûr, on destroy. Je peux vous donner un autre événement qui va causer les trois fonctions en même temps. C'est la rotation avec 90 degrés. C'est-à-dire, si tu as votre smartphone, ça veut dire placé dans par exemple, de manière ça veut dire verticale, et maintenant tu vas le changer de mode, il sera placé de manière horizontale, ça veut dire il sera placé en largeur. Alors, cette rotation de 90 degrés, elle permet de causer, ça veut dire l'exécution automatique de on pause, on stop et on destroy. Donc, ça se fait de manière automatique. Bien sûr, une fois tu vas retourner au mode principal, c'est-à-dire au lieu donc de la position donc en largeur, tu vas rejoindre la position initiale, c'est-à-dire la position donc en longueur. Dans ce cas-là, on va, ça veut dire Android, il va ça veut dire réafficher ou recréer la fenêtre dès le zéro. Ça veut dire on va passer de on create. Ensuite, on start, on résume, et ainsi de suite. C'est-à-dire, lorsque tu vas rejoindre la position donc, initiale, Android il va lancer le cycle de vie à partir de zéro, c'est-à-dire à partir de on create. Alors ça, c'est en deux mots, donc, disons, le cycle de vie, donc, ou les fonctions les plus importantes de la classe activité. Alors, quand même, donc ça, c'est dans ces fenêtres ou ces diapos-là, on résume ce qu'on a déjà dit dans le schéma précédent. Alors, je rappelle juste pour on destroy, donc pour on stop, donc on va cacher la fenêtre, plus l'éventuelle libération de certaines ressources matérielles, c'est-à-dire en principe le code qui va donc gérer donc ces ressources, il sera libéré. Et par conséquent, donc, on va gagner en termes de batterie. Maintenant, vous avez on destroy. On destroy, donc elle est ça veut dire exécutée suite à plusieurs types d'événements. J'ai donné donc l'événement de rotation. J'ai donné aussi donc l'événement donc donc l'appel téléphonique, ça veut dire la présence d'un processus prioritaire. Et vous avez aussi l'exemple de la fonction finish. Finish, c'est une fonction qui n'est pas, j'ai pas affiché cette fonction dans le cycle de vie de la fenêtre, mais c'est une fonction qui est présente dans le cycle de vie donc de la fenêtre. Donc une fois vous exécutez, ça veut dire par exemple après on create, supposons je vais lancer directement en finish. Alors dans ce cas-là, en finish, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va causer la destruction totale ou bien définitive de votre fenêtre. Lorsqu'on dit destruction de la fenêtre, ça ne veut pas dire la destruction du processus global. Parce que le processus, il peut contenir plusieurs composants. C'est-à-dire, si votre processus contient un seul composant, c'est juste la fenêtre. Maintenant, la destruction de la fenêtre va entraîner la destruction
du processus. Maintenant, si votre processus contient plusieurs fenêtres ou bien plusieurs composants, pas juste les fenêtres, par exemple un broadcast receiver ou bien un service et ainsi de suite, dans ce cas-là, le processus n'est pas tué. Il est toujours vivant, il est toujours gardé en mémoire, mais c'est juste la fenêtre en question qui est tuée. C'est-à-dire donc elle est libérée donc de la RAM. Alors, dans OnStop, on va libérer certaines ressources matérielles. Maintenant, dans OnDestroy, on va causer la destruction totale et définitive de la fenêtre. Alors, c'est possible qu'on va causer l'exécution de OnDestroy suite à finish, c'est-à-dire soit on a exécuté explicitement finish, ça veut dire dans le code source de l'application mobile, on a appelé finish. Maintenant, finish va causer l'appel de OnDestroy. Android a besoin de la mémoire, ça veut dire qu'il y a un processus prioritaire qui a besoin donc de la mémoire, et supposons que notre processus possède une priorité faible, dans ce cas-là, c'est notre processus qui va être tué. Lorsque le processus est tué, ça veut dire que toutes les fenêtres sont tuées. Pas forcément juste une seule fenêtre, mais toutes les fenêtres sont tuées. Alors ça, c'est la deuxième cause. Troisième cause, c'est lorsqu'on appuie sur le bouton retour, Blur Return. On a déjà expliqué ça. Ou bien le changement d'orientation, bien la rotation avec 90 degrés de votre smartphone. Alors, concernant les priorités donc, des processus, alors on ne va pas donner le détail. En principe, il y a 5 priorités, mais on va pas donner donc, on va donner plus, en quelque sorte, des pourcentages pour que le processus soit tué. Ça veut dire que plus la priorité du processus est haute, il ne sera pas tué. Plus la priorité du processus est basse, il sera plus ou moins tué. Ou là, il y a plus de chances pour qu'il soit tué. Alors, les priorités les plus hautes, ça veut dire priorité 1 et 2, c'est ce qu'on appelle processus en foreground. Alors ça, c'est le synonyme d'exécution de on résume. Ça veut dire à chaque fois que votre processus exécute la fonction on résume, bien sûr, il y a d'autres fonctions, pas forcément appartenant à la classe activité, mais à d'autres classes. Je donne juste l'exemple de l'activité. À chaque fois que on résume de la classe activité est exécuté, dans ce cas-là, la priorité du processus est 1, c'est-à-dire c'est la plus haute. Et automatiquement, dans la première colonne, il y a une petite chance pour que Android va tuer ce processus à cause d'une pénurie de mémoire. C'est-à-dire, si votre mémoire est vraiment faible, et si jamais je veux lancer un processus prioritaire tel que le phone application, c'est-à-dire l'application qui va répondre au téléphone, alors il y a juste une petite chance, par exemple 1%, que votre application qui est complètement affichée et en interaction va être tuée. Maintenant, lorsque, par exemple, votre application, elle n'est plus affichée, supposons que tu as cliqué sur Home ou là sur l'essentiel, sur n'importe quel bouton qui a causé l'invisibilité totale de vos fenêtres. Alors, dans ce cas-là, l'application va changer donc de priorité. Tu vas avoir soit la priorité, donc, par exemple, 2 ou bien 3, ou bien en général 2 et 3. Alors, dans ce cas-là, la chance pour que le processus soit tué, elle est moyenne. Par exemple, 40% jusqu'à 50%. Donc, elle est moyenne. Donc, ça, c'est le synonyme de, par exemple, d'exécution, soit de on pause, la fonction on pause. Voilà, je vous donne le cycle de vie. Alors, si j'exécute soit on pause ou là on stop, les deux. Alors, dans ce cas-là, en quelque sorte, vous avez 40 à 50% pour que le processus soit tué. C'est-à-dire une probabilité moyenne pour qu'il soit tué. Parce que tout simplement, donc, il n'a pas donc, la main pour interagir avec l'utilisateur. Pour cette raison, la probabilité a augmenté. Par contre, dans on résume, la probabilité, elle est vraiment petite. C'est moins de, par exemple, de 10% pour que le processus soit tué. Maintenant, alors, donc, probabilité moyenne, c'est lorsqu'on a exécuté on stop, plutôt on pause. Lorsqu'on va exécuter on stop, ça c'est, disons, la probabilité la plus élevée, ou bien on va exécuter on destroy. C'est-à-dire, après l'exécution soit de on stop, donc la priorité du processus va changer. On va l'appeler background, la priorité background. Dans ce cas-là, bien sûr, la probabilité pour tuer le processus va augmenter, elle dépasse 50%. Et la même chose concernant si l'activité exécute la fonction on destroy.
Dans ce cas-là même, la priorité va changer. Au lieu d'avoir la priorité background, on va avoir la priorité vide, empty donc en anglais, et la probabilité, elle est toujours élevée. Alors, dernier mot sur le fichier manifeste. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans le fichier manifeste? C'est ce qu'on appelle l'interface de votre application mobile. Fichier manifeste, c'est un fichier XML qui va donner ou qui va décrire tous les composants déclarés dans votre application. Bien sûr, je vous donne juste donc un petit commentaire. Supposons que tu as déclaré dans la partie Java ou dans le projet Java, votre projet Java, tu as déclaré 4 composants. Par exemple, 2 fenêtres et un service et un broadcast receiver. Mais dans la partie XML, c'est-à-dire dans le fichier manifeste, tu n'as pas déclaré les 4 composants. Par exemple, tu as déclaré que les 3 composants. Maintenant, comment on va les déclarer? Tout simplement, à l'intérieur de la balise application, ou bien tu vas définir d'éléments que de composants. Par exemple, si j'ai 2 fenêtres, vous êtes obligé de définir 2 éléments, c'est-à-dire et principal, une deuxième ligne ou un deuxième élément, une deuxième balise. Bien sûr, après cette activité, mais tu vas changer le name. Au lieu, par exemple, supposons qu'elle s'appelle, va mettre et tout. Tu vas déclarer autant donc d'éléments XML que existe Java. Java, tu es obligé de déclarer ici 3 éléments XML dans le fichier manifeste. Pour la même chose, concernant le composant service, ou bien le composant broadcast receiver, ou bien le composant content provider. Si tu as déclaré dans votre projet Java 3 receivers, dans ce cas-là, vous êtes obligé, 3 classes receiver, vous êtes obligé de mettre 3 lignes comme ça. Donc, chaque ligne, elle commence avec receiver et elle se termine avec slash receiver. Maintenant, comment tu vas détailler les compétences? Parce que dans le fichier manifeste, tu vas décrire les compétences de chaque composant. Donc, on va donner ici l'exemple. Alors, je décris par exemple les compétences du composant activité principale ou la point activité principale. Comment? En utilisant l'élément intent filter. Intent filter. Alors, dans cet élément, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre une ligne dont le nom c'est action et éventuellement plusieurs lignes dont le nom c'est catégorie. Alors, dans la partie action, tu vas mettre en quelque sorte la compétence, donc la compétence de votre classe. Par exemple, ici, j'ai mis android.intent.action.main. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ou bien cette chaîne de caractères? Tout simplement, cela veut dire que cette classe-là, c'est le point d'entrée de votre application mobile. Ça veut dire, supposons, tu as 3 fenêtres dans votre projet Java. Maintenant, Android, comment il va savoir que c'est la première fenêtre qu'il faut afficher lorsque je double-clique l'icône de mon projet? Comment? Tout simplement parce qu'il y a une seule activité qui a cette option-là, ou bien cette valeur-là. Il y a android.intent.action.main. Le reste des fenêtres ne doivent pas avoir cette valeur-là. Et bien sûr, tu peux mettre, c'est-à-dire pour les autres composants, peux mettre aussi, c'est-à-dire pour chaque composant, en principe, tu dois mettre l'attribut action à l'intérieur plutôt donc la balise action à l'intérieur de la balise intent filter. Alors, la balise action ici, elle montre le point d'entrée de l'application, mais pour d'autres composants, tels que service ou bien receiver ou bien content provider, elle peut montrer carrément, ou bien pour le reste des fenêtres, parce que on a déjà dit, c'est possible d'avoir plusieurs activités dans le même projet. Par exemple, pour le reste des activités, tu peux mettre carrément les compétences de ces fenêtres. Par exemple, si cette fenêtre, elle permet, par exemple, d'afficher une page web ou même des images, dans ce cas-là, tu vas mettre intent.action.view. Alors, en principe, je vais changer de partage. Donc, pour qu'on puisse donner plus d'exemples. Alors,
Je cherche juste un exemple. Voilà. Alors, ça, c'est une constante de type chaîne de caractères. Alors, pour une certaine fenêtre qui est déjà déclarée dans le fichier manifeste, alors dans l'attribut, dans la balise action, tu peux mettre ça comme valeur, intent.action-view. Qu'est-ce que ça veut dire cette constante-là? Tout simplement, cela veut dire que votre fenêtre, elle est capable d'afficher soit les pages web, soit les images de n'importe quel format. Donc ça, c'est la compétence que l'on va donc déclarer dans le fichier manifeste. Alors, c'est tout ça pour le fichier manifeste. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer au deuxième chapitre. Maintenant, son est clair? Oui, monsieur. Oui. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer rapidement au deuxième chapitre qui concerne les intents. Je ne sais pas ce que vous avez déjà fait dans la programmation, mais j'essaie donc d'aller un petit peu vite pour... Oui. Sinon, j'ai une question. Oui. Si كي نخدموا في الأندرويد ستوديو par exemple رانا نزيدو des composants par exemple label ولا bouton ولا Oui. حاجة هكا Oui. كي نزيدوها غير graphiquement est-ce que في les codes نبدلو des choses في les documents par exemple في manifeste وهادو نزيدو des choses باش هذاك البوطون Là, le manifeste ne reflète pas l'interface graphique. Dans le manifeste, il faut لا زعما كي déclarer. نزيد هذاك البوطون est-ce que نزيد des codes هنايا في les autres documents ولا غير نزيد غير bouton c'est bon Là, tu dois ajouter des modifications dans les classes Java, bien sûr. Je vais peut-être chercher un TP. Alors, voilà. Je vais chercher juste un TP. Peut-être qu'il va... voilà. Ça veut dire à chaque fois que vous changez ici, vous ajoutez ici, par exemple, ça c'est la fenêtre. Alors, dans votre projet, dans le projet, donc il y a un fichier XML que l'on va appeler donc activité donc main.xml. Je ne sais pas s'il est prêt. Voilà. Malheureusement, il n'est pas présent ici dans le PDF. L'essentiel. Donc ça, c'est la fenêtre. Ça, c'est votre fenêtre que tu vas, ça veut dire créer, ça veut dire interactivement. C'est-à-dire avec la souris. Visuellement, tu vas la créer. Alors, lorsque tu vas créer ça visuellement, automatiquement, il y a un fichier XML donc, qui sera construit par Android Studio. Alors, ce fichier XML, en principe, son nom, c'est activité-main.xml. C'est bon? Maintenant, ce que tu vas ajouter dans le code Java, tu dois ajouter la correspondance entre les noms de ces composants qui sont déclarés dans le fichier XML ou activité-main.xml. Et par exemple, supposons, j'ai déclaré ici, ou j'ai créé interactivement, ou de manière visuelle, j'ai déclaré deux edit text. Edit text 1, et par exemple, ici 3, 1, 2 et 3. Alors, leur nom dans le fichier XML, c'est-à-dire si je vais balayer activité-main.xml, je vais trouver trois éléments XML, ou bien au moins trois éléments. Le premier s'appelle edit 1, edit text 1. Le deuxième, c'est edit text 2. Troisième, edit text 3. Maintenant, il faut faire la correspondance entre les noms de ces trois éléments graphiques avec leur nom en tant que variable Java. Par exemple, ici, je vais déclarer une variable Java dont le type, c'est edit text. Et j'ai spécifié que c'est final. Par exemple, c'est une constante, elle ne va pas changer, par exemple. J'ai dit final. On va spécifier, je vais vous répondre pourquoi on a mis final. Alors, vous êtes obligé de mettre ici final à chaque fois que tu manipules edit text, disons à l'intérieur de ce qu'on appelle onClick, parce qu'à la fin, je ne sais pas si j'ai, voilà. Pour chaque bouton, tu vas définir une fonction onClick listener. Alors, tous les objets Java qui sont déclarés dans onCreate et qui seront manipulés dans cet onClick listener, il faut les déclarer en tant que final. C'est-à-dire il faut les précéder avec final. Sinon, tu ne peux pas les manipuler à l'intérieur de cet onClick.
Si tu es sûr que tu ne veux pas les utiliser dans set on click, tu peux omettre le final. Mais si tu vas les utiliser dans set on click, listener, vous êtes obligé de mettre le final. L'essentiel, qu'est-ce que j'essaie de passer comme message? Ici, la variable Java, je l'ai appelée edit text 1. C'est possible, par exemple, que j'appelle cette même variable, je vais l'appeler H. Par exemple, ce edit text, dans le code Java, je vais l'appeler H. Maintenant, je vais mettre final edit text H est égal, entre parenthèses, edit text, find view by ID, entre parenthèses. Donc, je vais donner ici, disons, c'est donc ça, c'est le nom du même objet graphique, mais qui est donné dans le fichier XML, c'est-à-dire dans le fichier activité-main. Donc, si vous voulez que chaque composant de l'interface graphique, il possède deux noms. Il possède un nom dans la partie Java, par exemple, c'est H. Au lieu de mettre edit text 1, je vais l'appeler H. Et il possède un deuxième nom qui est présent dans le fichier XML. Maintenant, faire la correspondance entre les deux, c'est-à-dire, je vais essayer de parler avec Android pour lui dire que la variable qui est appelée H dans Java, c'est exactement la même variable, ou c'est le même objet que je vais appeler edit text 1 dans le fichier XML, ou bien activité-main.xml. Je ne sais pas si c'est ça votre question. Ce que je dois mettre dans onCreate, c'est surtout la correspondance entre la partie Java et la partie XML. OK. Donc, je vais revenir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Pas de problème. Mais par contre, dans le fichier manifeste, tu ne déclares pas les composants graphiques. C'est-à-dire les widgets, il ne faut pas les déclarer dans le fichier manifeste. Dans le fichier manifeste, tu déclares ce qu'on appelle les permissions. Parce que pourquoi on a besoin des permissions? Je ne sais pas si j'ai déjà. Voilà, j'ai deux exemples. Alors, vous êtes obligé de déclarer des permissions dans votre application mobile, sinon elle ne va pas être exécutée. Bon, supposons, je donne toujours le même exemple. Dans votre projet mobile, projet Java, tu as 4 fenêtres. Mais dans le fichier manifeste, tu as déclaré que 3. Ça veut dire la première activité, activité 1, ensuite activity 2, après slash activité, j'ai déclaré activity 2, ensuite activity 3. Alors, l'application se compile correctement, mais elle ne s'exécute pas. Lorsque je tente de l'exécuter, je vais avoir une exception. Donc ça, c'est le scénario lorsque tu ne déclares pas dans le fichier manifeste un composant qui existe dans le fichier, plutôt dans le projet Java. Maintenant, je reviens à la même chose, les permissions. Avec les permissions, c'est sûr, bon, ce qu'on entend par permission, c'est tout simplement, il faut déclarer une chaîne de caractères, par exemple, comme celle-là, android.permission.callphone. Alors, à chaque fois que tu as un composant, soit, c'est-à-dire qu'il va, disons, afficher ou la modifier des données privées, telles que par exemple, j'ai donc la mémoire flash. Alors, dans ma mémoire flash, j'ai des fichiers. J'ai des fichiers, des images, et ainsi de suite. À chaque fois que tu as un composant qui permet d'afficher des fichiers existants dans la mémoire flash, dans ce cas-là, il faut ajouter une permission. Une permission qui permet d'accéder à la mémoire flash, ça veut dire les données stockées dans la mémoire flash. Donc ça, c'est le premier type de permission, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas toucher à des données privées, c'est-à-dire les données pour lesquelles on n'a pas un accès qui est toujours autorisé. Il faut toujours demander donc une permission. Bien sûr, au propriétaire, parce que déjà, c'est la raison pour laquelle, lorsque tu vas installer une application mobile depuis le Play Store, il vous donne un certain nombre de permissions. C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez que tu vas partager, par exemple, le nom du réseau Wi-Fi avec l'application parce qu'elle va le lire? Est-ce que tu autorises, par exemple, que l'application ou le jeu va accéder à vos images ou bien va accéder à vos vidéos, et ainsi de suite? C'est-à-dire, toujours l'accès aux fichiers stockés dans la mémoire flash, il faut déclarer ici une permission. Donc, sinon, il y aura une erreur d'exécution. Si tu ne vas même pas mettre cette ligne-là, par exemple, accéder android.permission, pas par exemple, je ne me rappelle pas exactement le nom, mais l'essentiel, l'accès aux images, bien à certains dossiers particuliers. Deuxième type de permission, c'est lorsque l'application, plutôt la fenêtre ou bien le composant de façon générale, va lancer des opérations coûteuses telles que l'envoi de SMS ou bien faire les appels téléphoniques.
Bon, l'appel téléphonique ou bien l'envoi de SMS, il permet donc, on a besoin donc de l'argent pour faire donc un appel téléphonique ou bien l'envoi de l'SMS. Pour cette raison, toutes les applications, plutôt les actions coûteuses qui vont engendrer un coût, il faut demander de la permission. Et troisième type de permission, c'est lorsque tu vas accéder à certaines ressources matérielles, par exemple la caméra, le GPS, parce que ce sont, bien sûr, ces capteurs-là vont donner donc des informations qui sont aussi privées. Bien sûr, lorsque je vais prendre une photo d'une certaine maison, donc de la photo, donc c'est une donnée privée. Pareil pour GPS. GPS, il va te donner donc les deux coordonnées, latitude, longitude. Bien sûr, la position d'un individu, on va la considérer comme une donnée privée. Alors, pour cette raison, l'accès aux ressources matérielles ou l'utilisation de ressources matérielles exige aussi une permission. C'est-à-dire, en général, vous avez trois types de permissions à imposer, ou plutôt à mettre dans le fichier manifeste. Si jamais tu accèdes à une ressource matérielle, caméra, je sais pas, l'accéléromètre, GPS, l'exécution d'une opération coûteuse, l'appel téléphonique par exemple, et l'accès à des données privées dans la mémoire flash. En plus de ça, tu dois déclarer, comme je l'ai déjà dit, les compétences de chaque composant. En particulier grâce à la balise action. Et vous avez aussi une autre balise, catégorie. Alors, catégorie, tout simplement ici, cette valeur-là, les android.intents.category.launcher, tout simplement veut dire que cette application-là, elle a déjà donc une icône dans le bureau. Donc, cette ligne-là, cette phrase-là, veut dire que donc cette application, elle possède une icône dans le bureau. Et bien sûr, si on va cliquer sur cette icône, on va lancer l'affichage de la fenêtre appelée point d'activité principal. Alors, c'est tout ça pour le premier cours. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au deuxième cours. Des questions? Alors, en principe, il n'y a rien comme commentaire. Donc, on va passer au deuxième cours. Alors, deuxième cours, ça concerne les intents. Alors, ça, c'est une autre classe qui fait partie de l'API Android. C'est-à-dire, c'est une classe qui est présente dans le Java embarqué, mais qui n'est pas présente dans le Java standard. Je vous rappelle que les quatre composants, service, activité, broadcast receiver, content provider, plus la classe intent, ce sont des classes Java qui sont présentes uniquement dans le Java embarqué, ou le Java spécifique à la programmation mobile. Alors, intent, en deux mots, tout simplement, c'est une classe qui représente un message entre deux composants. Ça veut dire, si jamais tu as deux composants, composant A et un composant B, qui appartiennent éventuellement à des processus différents. C'est-à-dire que vous avez les deux scénarios. Soit le composant A et le B appartiennent au même processus, et c'est possible que tu as deux composants appartenant à des processus différents. Alors, pour autoriser la communication entre les deux, pour qu'on puisse faire la communication entre composants A et B, par exemple, tu as une activité qui essaie de communiquer, par exemple, soit avec un broadcast receiver, soit un service ou bien une autre activité. Alors, dans ce cas-là, on a besoin d'une troisième classe intermédiaire, on va l'appeler intent. Intent, en anglais, c'est, bon, si on va la traduire, c'est intention. Alors, cette classe intent, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Première chose, elle va, ça veut dire, dans cette classe intent, on va stocker les arguments. Ça veut dire, si classe A va envoyer appeler la classe B, ou bien composant A va appeler composant B, bien sûr, composant A, il doit envoyer des arguments au composant B. Et bien sûr, je suppose qu'il y a une fonction bien déterminée dans le composant B qui sera lancée automatiquement. Dans le cas de activité, c'est-à-dire si activité 1 appelle une autre activité 2 grâce, grâce à l'objet intent, automatiquement, c'est la fonction encrier qui sera appelée. C'est la fonction encrier qui sera appelée. Par contre, par exemple, si la classe activité va lancer ou va appeler broadcast receiver, un broadcast receiver toujours grâce à un intent, maintenant, c'est la fonction receive. Donc, il y a une fonction bien déterminée. Donc, le nom est déjà connu.
et qui appartient à la deuxième classe cible, c'est-à-dire dans ce cas-là, Broadcast Receiver, qui sera lancé automatiquement par Android. Pour le cas donc de service, si jamais donc une classe activité A va appeler donc un objet ou une autre classe de type service, dans ce cas-là, il y a la fonction onStartCommand. Donc, il y a une fonction qui s'appelle onStartCommand qui sera automatiquement lancée par Android. Maintenant, pour envoyer les arguments depuis l'activité vers soit la deuxième activité, soit le deuxième receiver, soit le deuxième service. Dans ce cas-là, il faut avoir une classe qui va stocker les arguments. Alors, bien sûr, la classe, c'est la classe intent, mais son rôle, c'est plus que le stockage des arguments. Donc, on va les expliquer par la suite. Bon, grosso modo, j'ai dit que la classe intent, c'est une classe qui représente un message échangé, ou un objet de type message, qui est échangé donc entre les deux composants. On a donc deux types de... Donc, cette classe intent, elle possède plusieurs attributs. Parmi ces attributs, on a dit les arguments. On a déjà les arguments comme attributs. Bon, les arguments, on les appelle en principe... voilà, je vous donne directement les attributs. Vous avez l'attribut data. Donc, c'est-à-dire pour initialiser les arguments, Android vous donne, disons, deux possibilités. Vous avez extra. C'est-à-dire qu'on est obligé d'initialiser. En plus du data, on est obligé aussi d'initialiser aussi l'extra. C'est-à-dire, extra, c'est-à-dire c'est des données supplémentaires. Mettre dans data. Si tu as des données supplémentaires, tu peux les mettre dans l'attribut extra. Alors, pour il contient plusieurs attributs. Les attributs les plus importants, on va commencer avec data et extra. Donc, ils ont la même signification. Ça représente les arguments envoyés depuis la classe A vers la classe B. En plus de ces deux attributs, vous avez l'attribut action. Le type. Bon, type, c'est clair, c'est le type des données donc envoyées ou échangées par les deux classes. Vous avez donc pas mal de types prédéfinis. Vous avez plain, ça veut dire par exemple bloc-notes, donc un fichier dans l'extension .txt. Je vais le représenter avec le type text/plain. Plain, ça veut dire brut. Il n'y a pas donc de structuration. Vous avez toujours le format text/html, c'est-à-dire un fichier de type texte, mais l'extension c'est HTML. Vous avez d'autres valeurs telles que image PNG, image JPG, image GIF, et ainsi de suite. C'est-à-dire tous les formats d'images, donc on peut les spécifier avec cette écriture. Je vais tout d'abord mettre image, ensuite slash, ensuite, disons, l'extension. Donc ça, c'est le type des arguments échangés. Vous avez un autre attribut appelé flag. On va expliquer donc cette diapo par la suite. Mais avant de faire ça, quand même, je vais donner les trois utilisations possibles. Ou bien avant de faire les trois utilisations possibles, on va distinguer donc deux types d'intent. Donc, il s'agit de la même classe. Vous avez toujours la même classe qui contient toujours les mêmes attributs. Par exemple, 5 attributs que l'on a déjà cités avant. Ça veut dire l'attribut action, l'attribut data, l'attribut catégorie, l'attribut type, flag et extra. Vous avez toujours la même classe, mais donc on a deux catégories, ou les deux utilisations possibles. En réalité, vous avez trois utilisations. Donc, on a trois utilisations possibles de la même classe. Alors, je peux distinguer, c'est-à-dire les trois utilisations, je peux les grouper en deux catégories. La catégorie implicite et la catégorie explicite. Je vais commencer avec la catégorie explicite, ça veut dire la même classe, je vais distinguer au moins deux utilisations différentes de la même classe. L'utilisation explicite et l'utilisation implicite. Ensuite, l'utilisation implicite, je vais la découper en deux sous-utilisations. C'est-à-dire, au total, vous allez avoir trois utilisations différentes de la même classe. Ça veut dire, si tu veux programmer avec intent, tu vas choisir l'un des trois modes. Soit tu vas prendre le mode explicite, ou bien le mode implicite
mais toujours dans le cas, donc, disons, d'invocation entre deux classes. C'est juste que la deuxième classe n'est pas connue. Et le troisième mode, c'est le mode événement, en quelque sorte. Bon, pour résumer, vous avez donc l'invocation explicite de la classe cible, l'invocation implicite de la classe cible, et vous avez l'utilisation de l'intent sous forme d'événement. Alors, l'événement fait partie aussi du scénario implicite de l'utilisation de la classe intent. Donc, je vais expliquer tout ça avec des exemples. Bon, voilà les trois modes d'utilisation. Alors, une classe intent, donc une autre façon pour définir la classe intent, donc c'est la même classe, mais je peux distinguer trois définitions parce qu'on a trois utilisations différentes. Donc, c'est soit une description abstraite d'une opération, donc ça c'est le mode implicite, donc c'est-à-dire l'invocation implicite d'une classe cible. Vous avez le mode explicite ou l'utilisation explicite de l'intent. Dans ce cas-là, la classe intent ou bien l'objet intent est défini comme étant une spécification concrète d'une activité cible à lancer, ou bien d'une activité ou de façon générale d'un composant. Donc, on peut remplacer tout ça par composant parce que on a deux cas. Soit j'appelle un composant cible ou bien une activité cible comme étant le composant cible, ou bien je vais lancer un service comme étant composant cible. Dans ce cas-là, on peut remplacer donc ce terme-là, activité, par tout simplement composant. Le composant, il va prendre deux valeurs, soit service, soit l'activité. Troisième scénario, c'est lorsque, disons, l'activité va appeler un broadcast receiver. À chaque fois que l'activité essaie d'appeler un broadcast receiver, dans ce cas-là, donc on va maintenant se classer ici, dans la troisième ligne. Donc ça, c'est l'utilisation de l'intent sous forme d'événement qui se présente dans le système d'exploitation Android. Pour résumer, vous avez par exemple un composant A, exemple activité. S'il va lancer une deuxième activité, par exemple B, mais je connais le nom de cette activité. Je connais par exemple que son nom c'est B, le nom de la classe c'est B. Dans ce cas-là, on est dans la deuxième option. C'est spécification concrète d'un composant cible, parce que je connais le nom exact de l'activité ou bien du composant cible. Maintenant, si je ne connais pas le nom exact du composant cible, c'est-à-dire j'essaye de lancer une classe pour afficher par exemple une image, mais je ne connais pas exactement le nom de la classe qui affiche cette image. Maintenant, je me situe dans la première option, ou bien dans le premier scénario. C'est la description abstraite d'une opération, parce que je décris juste le nom de l'opération, mais je ne donne pas le nom de la classe. Je sais que l'opération, c'est ouvrir une image, mais je ne connais pas exactement le nom donc, de la classe. Maintenant, troisième scénario, si l'activité A essaye de lancer un broadcast receiver, on est directement maintenant placé dans le scénario. Donc, troisième scénario, qui représente, dans ce cas-là, l'intent dans ce cas-là représente le nom d'un événement. Alors, je vais commencer peut-être avec le deuxième scénario le plus facile. Donc, ça, ce qu'on appelle l'invocation explicite d'un composant cible. Alors, comment tu fais avec la programmation? Tu vas déclarer un intent, je vais l'appeler I, de type intent, grand I ici, et je vais mettre new intent. Alors, vous avez deux arguments pour ce constructeur. Alors, vous avez le nom de la classe source, c'est-à-dire la classe qui a lancé l'appel, et le nom de la classe cible. Par exemple, ici, c'est activity2.class. Et le nom de la classe source, c'est activity1.10. Alors, comme c'est déjà mentionné ici, on a présenté donc le nom de la classe source et la classe cible. Puisque le nom de la classe cible est déjà présent de manière concrète, donc on va parler d'invocation explicite ou bien d'un intent explicite. Alors, si jamais je ne connais pas le nom de la classe cible, maintenant on va parler d'invocation implicite. Et on sera placé dans le premier scénario. Pourquoi on est placé dans le premier scénario? Parce que je lance une activité, je ne lance pas un broadcast receiver, mais je ne connais pas le nom de la classe activité. Pour cette raison, on va se placer donc dans le premier scénario. Le deuxième scénario, ce qu'on a présenté ici, c'est lorsque tu connais le nom exact du composant cible.
ça soit une classe de type activité, comme l'exemple ici, comme c'est l'exemple ici, ou bien tu connais exactement le nom du service. Par exemple, si j'écris ici service 1.classe, alors ça, bien sûr, service 1, c'est une classe qui hérite de la classe service. On est toujours dans le deuxième mode, le mode explicite. Bien sûr, en plus de spécification de la classe cible, tu peux spécifier ce qu'on appelle les arguments avec l'attribut extra. Bien sûr, voilà, donc ça c'est l'attribut extra. À chaque fois que tu vas appeler la classe cible en utilisant le mode explicite, c'est-à-dire que tu connais exactement le nom de la classe cible, maintenant il faut positionner les arguments ou bien il faut initialiser les arguments dans le champ extra. Il ne faut pas l'initialiser dans le champ data. Donc data est recommandé pour l'invocation implicite, c'est-à-dire si je ne connais pas le nom de la classe. Dans ce cas-là, il faut initialiser les données dans le champ data. Maintenant, si tu connais le nom de la classe cible, il faut initialiser donc les arguments ici dans l'attribut extra. Alors, c'est déjà mentionné ici. Alors, dans le même objet i, intent, en plus de l'initialisation de l'activité source et cible, alors je vais initialiser les arguments. Maintenant, comment j'initialise les arguments? Avec des paires. Tout simplement, à chaque fois, je vais ajouter une paire. Alors, la première partie de la paire représente le nom de la variable et la deuxième partie de la paire représente la valeur de la même variable. Par exemple, ici, j'ai mis un premier argument dont le nom c'est id1 et la valeur c'est val1. Bien sûr, ici par défaut, cette variable, elle est de type chaîne de caractères. C'est-à-dire id1, en quelque sorte, c'est une variable de type chaîne de caractères. C'est-à-dire elle va prendre que des chaînes de caractères comme valeur. Bien sûr, échanger des floats ou bien des entiers. Dans ce cas-là, il faut faire les conversions après la réception des arguments. J'ai ajouté aussi un deuxième argument, c'est id2 et la valeur. Alors, ça, c'est le premier mode d'utilisation des intents. C'est le mode que vous connaissez depuis, ça veut dire votre première année, parce que tous les langages supportent ce qu'on appelle l'invocation explicite. Et rarement, on trouve des langages qui supportent ce qu'on appelle l'invocation. Ça veut dire que depuis la classe activity1.java, je vais lancer une autre fonction. Problème, une autre fonction. Je sais ce qu'elle fait, mais exactement le nom de la classe. Maintenant, c'est possible avec Java. Comment? Alors, tout simplement, tu vas suivre voilà, le premier mode, ce qui est mentionné ici. Utiliser, ça veut dire considérer l'intent comme étant une description abstraite d'une opération. C'est-à-dire, je sais le nom de l'opération, c'est afficher une image, par exemple, mais je ne connais pas le nom de la classe. Donc, ça, c'est le premier mode, ou bien l'invocation implicite. Alors, avec la programmation, comment on fait ça? C'est simple. Tu déclares un intent, par exemple i. Alors, tout simplement, tu vas initialiser en général deux arguments. Alors, intent.actionTView. Donc, ça, c'est le nom de l'opération abstraite que je vais exécuter. ActionTView veut dire que je cherche une classe qui affiche soit une image, soit une page web. Donc, ActionTView, donc c'est ça, donc, disons, l'opération abstraite derrière cette constante, c'est soit afficher des images, soit afficher donc, des pages web de n'importe quelle extension. Bien sûr, l'image elle-même ou bien la page web elle-même, il faut donc donner son adresse. Maintenant, le deuxième argument, il permet donc de spécifier donc l'adresse de ces arguments ou bien de l'unique argument dans ce cas-là, si j'affiche une page web ou bien une image. Bien sûr, URI.parse entre parenthèses l'URL. Alors, toute cette valeur-là, donc automatiquement, on va la stocker dans data. Donc, sur le champ data, c'est un champ qui va récupérer ce que tu vas mettre dans le deuxième argument du constructeur intent. Et bien sûr, le premier argument, le intent.actionTView, il sera stocké
dans la variable, plutôt dans l'attribut action. Parce qu'on a dit que l'attribut action, je vais le dire maintenant, donc ça c'est l'attribut que l'on va utiliser, que ce soit pour le mode invocation implicite ou bien le mode événement. C'est-à-dire, soit lorsqu'on considère intent comme étant un événement, dans ce cas-là, l'événement, il faut le stocker ici, dans cette variable, ou là, dans cet attribut, action. Bien sûr, l'événement, c'est tout simplement une chaîne de caractères. Pareil, lorsque l'intent sera utilisé comme étant une description abstraite d'une opération cible, dans ce cas-là, cette description abstraite, c'est tout simplement la valeur qu'il faut la stocker ici dans action. Et bien sûr, tu as plusieurs constantes que l'on peut affecter ici dans action. Vous avez action send-to. Alors, la constante, qu'est-ce qu'elle représente? Tout simplement, toutes les classes Java ou tous les composants Android qui permettent soit plutôt d'envoyer un SMS ou bien d'envoyer un mail. Ça veut dire quoi? Supposons tu as une classe activité A et tu veux lancer un mail, envoyer un mail. Bien sûr, dans votre smartphone, supposons tu as déjà installé 3 applications qui peuvent envoyer un mail. Par exemple, Gmail, c'est une application qui peut envoyer un mail. Dans ce cas-là, je ne connais pas le nom de la classe, plutôt, je ne connais pas le nom du composant qui permet d'envoyer le mail. Mais malgré ça, malgré que je ne connais pas le nom de la classe qui envoie le mail ou là, qui envoie le SMS, je peux faire cette tâche-là, l'envoi du mail, tout simplement en initialisant action avec la valeur action-send-to. Alors, action-send-to va représenter tous les composants qui permettent d'envoyer soit un SMS ou bien un mail. Ça veut dire que pendant l'exécution, Android, il a le choix de soit lancer Gmail comme étant représentant de ce composant qui fait Action Send To, ou bien une autre application installée dans votre smartphone et qui permet d'envoyer soit les SMS ou bien les mails. Action Dial, tout simplement, ça c'est une description abstraite d'un composant ou bien d'une opération qui permet, disons, de composer un numéro de téléphone sur, bien sûr, une fenêtre. C'est-à-dire n'importe quelle fenêtre qui permet de saisir un numéro de téléphone, en principe, cette fenêtre, elle va représenter, ou elle peut représenter Action Dial. Donc, l'application Phone, en quelque sorte, c'est un bon choix pour qu'il soit lancé à partir d'Android, une fois, bien sûr, la classe source va envoyer donc cet intent qui représente Action Dial comme étant une valeur de Action. Action View, on l'a déjà expliqué, c'est toutes les opérations, plutôt tous les composants Java qui permettent d'afficher soit une page web ou bien une image de n'importe quel type ou bien format. Bien sûr, lorsque tu vas utiliser l'intent soit comme opération ou description implicite, ou plutôt une description implicite d'une opération ou les descriptions abstraites, voilà, vous savez que ça, c'est une description abstraite. Donc, Action Send To, Action Dial, Action View, parce que je ne donne pas beaucoup de détails sur l'application cible. Je donne juste, disons, l'objectif le plus important. Mais je n'ai pas donné le reste des détails concernant l'objectif cible. Pour cette raison, le premier mode que l'on a cité dans les diapos précédentes, ou le mode de donc, invocation implicite, on va le considérer comme étant une description abstraite, non détaillée, d'une opération. Alors, toutes les données, ou bien tous les arguments envoyés à la classe cible, donc on n'est pas le nom et on connaît juste la description de l'opération, il faut les mettre ici dans le champ data. Comment? Tout simplement, tu vas utiliser donc la fonction URI.parse et tu vas préciser, par exemple, disons l'adresse de votre ressource. Par exemple, si je veux afficher, par exemple, une map. Alors, si tu veux afficher une map depuis une classe ou une classe activité, dans ce cas-là, dans la partie action, tu vas mettre action-view parce que le map, en quelque sorte, c'est un cas particulier de page web. Donc, tu vas mettre action-view dans l'attribut action. Et dans la partie data, tu vas mettre, par exemple, l'identifiant donc de la position GPS avec, disons, ce schéma-là ou bien cette grammaire-là qui est représentée avec Géo, 2 points, ensuite les 2 coordonnées. Maintenant,
si tu veux lancer un appel téléphonique, vous êtes maintenant invité à mettre action send to dans l'attribut action. Et comme deuxième argument, parce que j'ai bien dit ici qu'en général, pour le mode ou l'invocation implicite, il suffit d'initialiser deux arguments. Ça veut dire l'action ou bien la description de l'opération, la description abstraite de l'opération. Et le deuxième argument, c'est la donnée elle-même qu'il faut la transmettre à cette classe cible. Alors ici, si tu veux envoyer, faire un appel téléphonique, il faut mettre dans ce cas-là action dial comme étant valeur de action. Et dans le deuxième argument, tu vas mettre URI.parse entre parenthèses, tel deux points et le numéro de téléphone. Donc ça, disons, la syntaxe à respecter pour présenter un numéro. En plus de ça, les intents, on peut les catégoriser grâce à l'attribut catégorie. Alors, par exemple, ça, c'est juste pour faire ce qu'on appelle les filtrages. Parce que pour l'invocation dynamique, supposons Android, il va trouver 4 composants qui permettent, par exemple, d'envoyer un mail. 4 composants différents, c'est-à-dire 4 applications installées dans le même smartphone. Et les 4 applications peuvent faire la même action, envoyer un mail. Ça veut dire action-send to. Alors, dans ce cas-là, comment il va filtrer entre les 4? Ça veut dire comment il va les trier? Grâce à l'attribut catégorie. Par exemple, ici, catégorie browsable, cela veut dire que le composant cible représente un navigateur. Maintenant, si je spécifie que catégorie est égale à catégorie browsable, dans ce cas-là, je vais filtrer tous les composants cibles qui sont différents des navigateurs. Je vais laisser juste les navigateurs pour envoyer, par exemple, un SMS ou bien un mail, et ainsi de suite. Alors, catégorie launcher, ça veut dire que l'activité, plutôt le composant cible que j'essaie de lancer, c'est le point d'entrée. Donc, il y a des catégories launcher. Cela veut dire que le composant cible, c'est le point d'entrée de l'application que j'essaie de lancer. C'est-à-dire, supposons que j'ai deux applications A et B. Et A va lancer un intent implicite et Android, supposons, il va lancer l'application B. Alors, c'est possible que je vais lancer un composant de l'application B si jamais ce composant est le point d'entrée de l'application cible. Et bien sûr, vous avez le type. Et le dernier argument, bon, pour les invocations implicites, parfois on aura besoin de ce champ-là, le wall extra, le champ donc extra. On n'a pas toujours besoin du champ extra parce que en général, data, c'est suffisant pour stocker les arguments. Mais parfois, data n'est pas suffisant pour stocker tous les arguments. Parce qu'en général, data, il va stocker un seul type d'argument, c'est-à-dire soit un téléphone, soit une coordonnée GPS, et ainsi de suite. Si tu as d'autres arguments à échanger, dans ce cas-là, tu vas utiliser l'extra. Dernier argument, c'est ce qu'on appelle flag. Le flag, tout simplement, il va donner des renseignements sur comment démarrer ou bien comment afficher et démarrer. Par exemple, ici, si je vais initialiser flag avec la valeur flag activité-clear task, cela veut dire que je vais vider toutes les fenêtres qui sont cachées dans la, c'est-à-dire toutes les dans de la tâche, je vais donc les éliminer ou bien les détruire. Donc ça, c'est la signification de ce flag-là. Cela veut dire que une fois je lance l'activité cible, cela veut dire que je ne peux pas, par exemple, cacher, c'est-à-dire des flags activity-no history, je ne peux pas cacher l'activité cible avec, par exemple, le bouton, par exemple, home ou bien un autre bouton. Donc ça, c'est synonyme, ou bien plutôt signification du flag-activité-no history. En général, flag, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est juste des renseignements sur comment démarrer et comment afficher la fenêtre cible ou bien l'activité cible. Par exemple, ici, je dis qu'il faut vider toute la pile des tâches. Je vais pas avoir de fenêtre stockée donc, ou bien cachée donc, dans la pile des tâches.
Deuxième flag, par exemple, veut dire que je peux pas cacher la fenêtre cible. C'est-à-dire une fois la fenêtre cible, elle est affichée, je peux plus la cacher. Donc, c'est ça le synonyme de flag activité no history. Alors, c'est tout ça concernant ce cours. Je vais pas donc avancer. Il y a juste le troisième scénario, c'est l'événement. Donc, l'événement, c'est assez simple. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Donc, parfois, une activité essaie de lancer un broadcast receiver. Comment? En général, en diffusant un événement. Un événement, tout simplement, c'est une chaîne de caractères. Donc, cette chaîne de caractères, soit elle est prédéfinie dans le système d'exploitation, soit elle est nouvelle. Si elle est nouvelle, il faut la déclarer dans le projet donc, Java. Mais si elle est prédéfinie, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine donc, de la déclarer. Il faut juste affecter directement cet événement ou bien cette chaîne de caractères dans l'intent. Je vous donne quelques exemples donc, d'événements prédéfinis. Par exemple, le démarrage d'Android va représenter un événement. Alors, cet événement, en principe, on va l'appeler comme suit. Voilà. Alors, action-boot completed. Une fois Android démarre de façon complète, ça veut dire les trois couches de la plateforme sont opérationnelles. Alors, dans ce cas-là, cet événement sera égal à true. Ça veut dire que l'événement va prendre la valeur true. Les intent par action-boot completed. Ça, c'est une chaîne de caractères. Alors, un autre type d'événement, c'est action-battery-low. Par exemple, si la batterie, le niveau de la batterie descend au-delà de 10%. Alors, ça, c'est un événement. Cet événement va rendre cette variable ou bien cette variable à true. C'est-à-dire que l'événement ici, il sera opérationnel. Ou bien sûr, si tu vas changer la configuration de ton smartphone, tu vas créer d'autres événements. Par exemple, si tu vas positionner le smartphone en mode avion, ça veut dire changer donc le mode original en mode avion, ou là en mode silencieux, ou là en mode vibreur. Tout ça, c'est des événements prédéfinis. Maintenant, si je veux lancer, par exemple, un broadcast receiver suite à un événement, comment je vais faire ça? C'est très simple. Alors, je vais vous donner juste deux lignes là, on termine. Tout simplement, il faut toujours déclarer un intent. Mais dans ce cas-là, en utilisant le troisième scénario, le troisième mode. Alors, le mode dans lequel l'intent va représenter juste le nom d'un événement. Alors, si l'événement est nouveau, ça veut dire il est personnalisé ou créé par l'utilisateur, dans ce cas-là, tu vas donner juste son nom sous forme de chaîne de caractères, par exemple custom intent ou la custom event, et tu vas le diffuser, c'est-à-dire tu vas l'envoyer à toutes les applications installées dans votre smartphone grâce à cette fonction. Send broadcast en parenthèse intent. Donc ici, Android, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner toutes les applications installées dans votre smartphone. Il va comparer cette valeur-là, les custom intent, avec action, la balise action qui est déjà stockée dans le manifeste. Je ne sais pas si j'ai déjà un manifeste ici. Alors, voilà. J'ai ici une partie d'un manifeste. Alors, je vous dis que dans le manifeste, il faut déclarer les broadcast receivers. Et ici, je déclare un broadcast receiver dans le nom c'est receiver 1. Et avec la balise action, je vais donner un certain nom, une certaine valeur pour la compétence de ce receiver, pour dire que ce receiver, il va répondre à cet événement. Maintenant, ce receiver 1 sera lancé, tout simplement si cette valeur-là, supposons elle est égale à custom intent 1, et même dans la diffusion, j'ai utilisé custom intent 1. Alors, s'il y a une égalité entre cette valeur-là et cette valeur-là, alors dans ce cas-là, le broadcast receiver sera lancé par Android. Alors, c'est tout ça pour le cours. Bon, je sais que ce n'est pas clair à 100%. Prochaine fois, Inch'Allah, en présentiel, on va expliquer peut-être toutes les choses qui ne sont pas claires aujourd'hui. Des questions? Monsieur, Oui. oui, monsieur, s'il vous plaît, حضرنا غير les documents de cours هنا في Teams. Voilà, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, je vais faire ça, Inch'Allah, le plus tôt possible. Inch'Allah. D'autres questions? Non, monsieur. Oui. Eh, c'est bon, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. On te la Inch'Allah la semaine prochaine. Salam alaikum. Monsieur, au revoir.
تفضل.